C'est le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed Al-Joulani. Le devoir des chefs des forces armées est une lourde tâche. Par la force, ils combattent l'injustice, la tyrannie et les multiples occupations sur les terres du Levant. Cet ancien membre d'Al-Qaïda âgé de 42 ans est le chef des rebelles islamistes d'Hayat at-Tahrir al-Sham, aussi appelé HTS, des rebelles qui sont entrés triomphalement dans Damas dimanche dernier. On va vous expliquer qui est cet homme et ce qui va se passer en Syrie. La famille Assad est en fuite en Russie et les habitants laissent éclater leur joie. C'est la fin d'une période de dictature sanguinaire qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions d'exilés. Bernard de la Villardière, vous êtes présentateur d'Enquête Exclusive, président de Réel Média, vous êtes allé plusieurs fois en Syrie. Est-ce que l'arrivée de cet homme à la tête de la Syrie, c'est une bonne nouvelle? On le saura dans les semaines qui viennent. Il a donné des gages peut-être aux salafistes, parce que lui-même est un salafiste, dans la mesure où dans la région d'Idlib, où on a tourné il y a quelques années, il y a à peine d'ailleurs 2 ans, on s'est rendu compte que là-bas, en fait, il a imposé un régime qui était proche de la charia, mais pas une charia extrêmement stricte. Par exemple, dans les restaurants, on a constaté que les hommes et les femmes déjeunaient chacun de leur côté. En revanche, dans les parcs, dans la rue, on tolérait que les femmes et les hommes se croisent. Après, il a autorisé tous les rites, toutes les religions, et il y avait notamment pour les chrétiens la possibilité de se rassembler pour célébrer des messes, à condition qu'aucun signe extérieur religieux, non musulman, ne figure sur l'endroit où ces messes étaient célébrées. Et puis on interdisait le carillon chrétien. On va regarder un premier extrait de cette enquête exclusive qui a été tournée il y a un peu plus d'1 an et demi, où vous présentiez justement qui était Al-Joulani et le quartier dans lequel il évolue. La province d'Idlib est majoritairement sous domination d'un groupe rebelle islamiste. HTC, Hayat Tahrir al-Sham. Abou Mohamed Al-Joulani, son chef, a longtemps combattu sous la bannière d'Al-Qaïda. Le devoir des chefs des forces armées est une lourde tâche. Par la force, ils combattent l'injustice, la tyrannie et les multiples occupations sur les terres du Levant. Aujourd'hui, il a pris ses distances avec la nébuleuse terroriste et a officiellement rompu avec le djihad international. Gilles Kepel a déclaré sur France Info qu'Al-Joulani était un terroriste qui a été relooké, je cite, par les médiatraîneurs turco-qataris. Ça vous inspire quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est un islamiste modéré. Alors on nous a fait le coup avec Khomeini en 1979, quand il est arrivé au pouvoir en Iran. On nous a fait le coup il y a 2-3 ans, lorsque les talibans sont revenus au pouvoir. Souvenez-vous des talibans 2.0. Aujourd'hui, on sait que, évidemment, le droit des femmes ne cesse de reculer, elles sont interdites d'école, elles sont interdites de plus en plus de choses, et notamment aussi de travail. Donc les islamistes modérés, encore une fois, c'est comme autrefois les colombes et les faucons, enfin j'y crois moyennement. Cet homme a fait partie d'Al-Qaïda, il est recherché pour terrorisme par pas mal de pays occidentaux, notamment par les États-Unis. Je crois qu'ils sont prêts à verser 10 millions de dollars de primes pour l'avoir dans les mailles du filet. Il a été membre d'Al-Qaïda, ensuite Daesh lui tendait les bras, parce qu'il faut rappeler qu'il est syrien, hein, il est né en Syrie. Il a décidé de rouler pour son propre carrosse et son propre parti. Mais peut-être pour adoucir son image aussi, justement, auprès de l'Occident. Aujourd'hui, il change de look. On voit que dans son quartier, d'ailleurs, dans l'enquête exclusive que vous aviez tournée, c'était pas un drapeau de djihadiste qui s'affichait partout dans la rue, c'était plutôt un drapeau de la révolution syrienne. Oui, bien sûr, mais tout ça, effectivement, participe peut-être de la propagande, où il renverse finalement un peu la vapeur par rapport à Daesh, qui décrète un califat et qui soumet tout le monde à son califat. Mais il y a aussi une méthode djihadiste qui est celle de conquérir les cœurs, de conquérir la population, avant d'imposer ces règles de fer. C'est ce qu'ont fait notamment les talibans, encore une fois, quand ils sont revenus au pouvoir après le départ des Américains il y a quelques années à Kaboul. On va regarder un deuxième extrait, toujours tourné à Idlib, donc c'était le fief d'Al-Joulani, où ces hommes cohabitaient avec d'autres groupes rebelles, d'autres combattants, et vous aviez suivi un jeune qui s'appelle Khaled, et il nous explique pourquoi il déteste Bachar el-Assad notamment. Khaled est originaire de Kafar Roma, une ville tombée aux mains du régime il y a 3 ans. Là, juste devant, c'est notre ancienne terre. Ici, on est sur le point le plus avancé de la ligne de front. Mes amis ont été tués devant moi. Ils ont été tués sous mes yeux. Et à chaque fois qu'on vient là, on regarde de loin notre village, qui est juste en face.
mais qu'on ne peut pas atteindre. Ça me fend le cœur. Malgré un accord de cessez-le-feu il y a 3 ans, la trêve est fragile. La province d'Idlib est régulièrement bombardée par le régime de Bachar et son allié russe. Ces frappes, qui tuent principalement les civils, renforcent la détermination de Khaled. Eux, ils prétendent cibler uniquement les moudjahidines. Mais ils savent que notre point faible, c'est les civils. Ils tuent les enfants, ils tuent tous les civils. Ils ont même bombardé les écoles et aussi les mosquées. Et pourtant, ils savent où sont les combattants. La colère de Khaled envers Bachar el-Assad est immense. Son frère est décédé, après avoir été emprisonné dans une geôle du régime. C'est un porc. Il est là pour tuer et étendre son emprise. Il veut nous déplacer ou bien nous jeter en prison. Comment ne pas avoir la haine contre lui? Désormais, l'éliminer s'impose à moi et à chaque Syrien libre. C'est un devoir. Il y a des gens qui le soutiennent? Ceux qui vivent dans les zones tenues par le régime, par exemple. Ceux-là, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas bouger un cil. Là-bas, ils sont opprimés. S'ils vous disent qu'ils sont heureux et libres, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Cette région d'Idlib, elle est tout à fait particulière. C'est pas un califat qui a été installé, mais enfin bon, effectivement, c'était des rebelles islamistes. Alors il y a des camps de réfugiés, il y a des prisonniers politiques, bien évidemment, là-bas aussi. Et il faut rappeler que sur 25 millions de Syriens, il y en a un quart de cette population qui est déplacée dans son propre pays, et il y en a un quart qui a fui à l'étranger. C'est un pays martyr, la Syrie. 50 ans de dictature des Assad, d'abord Hafez, et puis son fils Bachar à partir de 2000, après la mort d'Hafez al-Assad. Il y a eu une guerre civile en 2011, on se souvient de cette guerre civile terrible, où ce régime a assassiné sa propre population. On a bombardé Alep, on a bombardé Raqqa, Homs et Hama. Donc c'est des villes entières qui ont été détruites par le régime, avec l'aide souvent des Russes. Et on n'hésitait pas à lancer des barils de poudre avec des mèches allumées du haut des hélicoptères sur la population. Enfin, ça a été terrible. Donc il y a eu 500 000 morts. En tout, on peut estimer que ce régime a fait plus de 1 million de morts. Il faut rappeler aussi que les Assad, ils ont commis beaucoup de dégâts également au Liban. Ce régime, via son armée, a occupé le Liban pendant plus de 30 ans. Les Assad ont fait assassiner 2 présidents de la République au Liban. Un Premier ministre, Rafik Hariri. Et aujourd'hui, donc évidemment, je comprends les Syriens qui ont beaucoup d'espoir. Et justement, est-ce que le régime, enfin, ou en tout cas la Syrie, va garder son intégrité, ou est-ce que c'est un pays qui va se disloquer? Il y a déjà plusieurs partitions dans le pays. D'ores et déjà, c'est un pays qui est évidemment disloqué. On dit que les Assad sont tombés, en effet, mais ça fait très longtemps qu'ils avaient perdu le pouvoir sur la majorité du territoire syrien. Il y a un tiers qui est occupé sous le contrôle des Kurdes, qui ont créé des régions autonomes au nord-est de la Syrie. Ce sera sans doute à eux que risque de se heurter le nouveau pouvoir. Et puis il y a aussi des rebelles au sud, Deraa, tout au sud de la Syrie. C'est de là qu'est partie la révolution syrienne en 2011, qui a été, comme on le sait, extrêmement sanguinaire. Et puis il y a au centre du pays des bases de Daesh qui sont encore là. Les Américains n'ont pas plus tard qu'hier ou avant-hier frappé ces zones à l'intérieur même de la Syrie, parce qu'il faut savoir, parce qu'on l'oublie de temps en temps, c'est que c'est assez paradoxal, il y a en Syrie, au cœur même de la Syrie, des bases militaires américaines et des bases russes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant aux Syriens, et notamment, je pense à la diaspora syrienne qui va peut-être revenir en partie dans ce pays? Alors c'est un pays, on en parle à travers les réfugiés, à travers les destructions, à travers la guerre civile, mais c'est un pays magnifique. Tous ceux qui se sont baladés en Syrie dans les années 60-70, avant que ce pays ne sombre dans le chaos, eh bien, ils se souviennent du krach des Chevaliers, ils se souviennent des ruines de Palmyre, d'Alep. Quand j'ai visité le souk d'Alep, j'avais 12 ans à peine, et je me souviens que mon père m'emmenait dans le souk juif d'Alep. C'est une culture, c'est une société multiculturelle, et il y a beaucoup de tolérance entre les communautés, même si, encore une fois, les 30 dernières années ont été un peu plus difficiles.
Et il y a une éducation, il y a des principes républicains, laïques. Il ne faut pas oublier que ce territoire, la Syrie, a été sous mandat français entre 1920 et 1948. Et on peut imaginer, on peut espérer qu'il existe encore aujourd'hui des graines, des germes de ce passé. Et puis il y a une diaspora syrienne à l'étranger, on le sait nous, parce qu'il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs, des hospitaliers, des chercheurs qui travaillent dans nos hôpitaux, qui sont syriens et qui sont des hommes d'une dignité, ou des femmes, d'une dignité et d'un courage et d'une instruction extraordinaire et d'un dévouement extraordinaire. Et donc on peut espérer que ces hommes et ces femmes puissent rentrer un jour dans leur pays, même 30 ou 40 ans après, pour participer à sa reconstruction. Alors cela dit, rien n'est fait encore une fois, parce qu'il faut pas, on peut garder l'espoir, mais les semaines qui viennent nous diront effectivement à quelle sauce malheureusement la population syrienne sera dorénavant gérée, pour ne pas dire mangée. Merci Bernard. Voilà pour aujourd'hui, commentez l'actualité sous la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais vous n'êtes pas encore tous abonnés, alors cliquez sur le petit bouton pour nous suivre et ne manquez aucune de nos prochaines vidéos.